0. Françaises, Français, mes meilleurs vœux de nouvelle année, je vous les offre de tout mon cœur. J'en connais beaucoup qui ont resté chez eux tranquillement. Oh, je savais pas. Je leur ai posé des questions, les premiers. Mon Dieu, pourquoi vous n'avez pas fait comme les copains, mon vieux? Ah ben, je savais pas où que ça fallait passer pour la résistance. Et alors, moi, je savais, moi qui suis un peu plus grand d'ici, je savais, mais les autres ne savaient pas. Paris, 14 avril 1971, quartier latin. Ce jour-là, un film documentaire à l'aura sulfureuse est projeté dans une petite salle de cinéma. Pour la première fois, un documentaire vif et incisif offre une vision décapante sur les années d'occupation. Ce film, c'est Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls, alors jeune réalisateur de 42 ans. Produit par les télévisions allemandes et suisses, acheté par 27 pays, il est récompensé par de nombreux prix prestigieux et sélectionné aux Oscars. De son côté, l'ORTF, la télévision d'État française, refuse d'acheter ce film hérétique. Ce film va déclencher de violentes controverses et devenir le symbole d'un duel entre la génération post-68 et le pouvoir. En 1939, j'étais père de familles nombreuses. On ne m'avait pas envoyé au front. Et à ce moment-là, la crémière de ma femme, n'est-ce pas, Madame Michel, m'avait reproché de ne pas être allé au front. Et après la débâcle, je lui ai répondu, Madame Michel, il était inutile que j'aille au front, puisque le front est venu jusqu'à moi. Dans la résistance, est-ce qu'il y avait autre chose que le courage? Ah, c'est sûr. Mais moi, personnellement, les deux sentiments, n'est-ce pas, qui m'ont été les plus fréquents, ça a été le chagrin et la pitié. C'est un titre qui résonne avec toute sa causticité, avec toute sa force, et surtout qui va poser, dès le début du film, le rapport de Marcel Ophuls à ces événements. C'est un titre formidable, Le chagrin et la pitié, parce qu'il est mystérieux. Ça fait tellement partie du film que j'oublie le sens des mots. C'est un titre extraordinairement romanesque. Tellement romanesque qu'à sa manière, il ne correspond pas tellement, en fait, au film. Le chagrin de qui pour qui? Il n'y a aucune pitié dans ce film. C'est un film proprement impitoyable. Pour rien au monde, je voudrais que ce film porte un autre titre. C'est curieux, quand même. Et qui c'est, Gaïa, qui pour la plupart n'était pas du même avis en politique? Lève-la tous d'accord, quel que soit... Rien ne prédestinait Marcel Ophuls à faire voler en éclats le mythe gaulliste d'une France unie face à l'Allemagne nazie. Rien. Sauf la naïveté, la lucidité et l'ironie du sort. D'un coup de balai, Paris se débarrasse de deux chefs d'État. La décision est prise, il faut en finir. Ce peuple sans armes a su trouver des armes. Les hommes tirent. Dans le film La Libération de Paris, est tourné pendant l'insurrection parisienne. C'est le premier film qui sort dans Paris libéré. Donc, du point de vue symbolique, il est extrêmement fort. Il y a une espèce de rencontre qui porte justement sur la valorisation de la population française, et ici, en l'occurrence, de la population parisienne. Le film livre une très longue séquence du fameux discours du général de Gaulle le 25 août 1944 à l'Hôtel de Ville, qui va vraiment cristalliser la mythologie héroïque gaulienne, Paris outragé, Paris brisé, martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Là, on a tout. On a cette espèce de glissement vers un légendaire qui fait que les résistants, ceux qui sont battus, que ce soit les Français libres ou les résistants de l'intérieur,
vont accepter finalement de partager l'héritage héroïque avec la population en son entier. Au cœur de Paris, au cœur de la France, la place de la République. Le cinéma commercial va se remettre à produire des films sur la résistance. On a une résistance beaucoup plus incarnée, centrée sur l'idée non plus du peuple en armes, mais des hommes providentiels, des sauveurs. Et évidemment, on voit bien comment le retour au pouvoir du général de Gaulle va marquer cette vision-là. Le cinéma, vous savez, mon père me parlait rarement cinéma. En dehors des films qu'il faisait lui-même, il s'en foutait un peu. Il a tout fait pour que je n'en fasse pas, parce qu'il pensait que le cinéma ne tiendrait pas le coup jusqu'à la fin du siècle. Marcel Ophuls est né en Allemagne en 1927. Il est le fils unique de Max Ophuls, un génie du cinéma. Après l'incendie du Reichstag en février 1933, la famille trouve refuge en France. Elle s'y installe, devient française, et Max réalise plusieurs films. Mais en 1941, les Ophuls doivent, une fois encore, fuir. Cette fois, direction Hollywood. Devenu citoyen américain, Marcel fait son service militaire au Japon en 1945. En 1949, les parents et le fils rentrent en France. Une nouvelle vie commence. Amoureux du cinéma hollywoodien et de la comédie musicale, Marcel Ophuls devient, pendant plusieurs années, assistant de prestigieux réalisateurs. Il travaillera sur le dernier film de son père, Lola Montez, son chef-d'œuvre. Après la mort de ce dernier en 1957, Marcel devient ami intime avec François Truffaut, qui le prend sous son aile. Il réalise un des 5 sketchs dans le film collectif initié par Truffaut, L'amour à 20 ans. Puis, une jolie comédie à l'américaine sur un sympathique couple d'escrocs. En attendant de se lancer dans un nouveau film avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau, il réalise, pour des raisons alimentaires, Faites vos jeux, mesdames, avec un Eddie Constantine en perte de vitesse. C'est un fiasco artistique et commercial qui va bouleverser son destin. Je suis allé à la télévision française très à contre-cœur, parce que je ne pouvais pas faire de cinéma, c'est tout. Parce qu'il fallait faire bouillir la marmite. C'est pas des choix, vous savez. Alors, je suis allé en 66 travailler à l'ORTF avec Alain Tsedoui et André Harris, et faire du reportage et du journalisme subjectif qui à ce moment-là devenait un petit peu à la mode. On avait découvert le 16 mm, le Nagra, et on s'est mis à faire des trucs de 20 minutes, 25 minutes. Zoom va écouter les femmes qui vont parler de leur vie, des questions d'avortement, des questions essentielles pour leur vie, va écouter les ouvriers, va écouter les jeunes. Zoom va essayer de sentir tous les mouvements, les séismes de la société française qui vont amener mai 68. Ophuls a développé un art de l'interview, et je dirais même qu'il a inventé un art de l'interview. Est-ce que vous avez beaucoup de nazis? Et vous, monsieur Fanta? Moi, je n'étais pas. Vous n'étiez pas? Non. Oui. Et monsieur, ici? Et lui, il arrive comme ça, en douceur, en rigolant. Oh, bah, allez, quand même, vous allez bien me dire que vous êtes un peu nazi, ou qu'il y en a 2-3 dans la salle. C'est de l'humour juif, bien sûr, mais c'est très, très, très malin. Nous avions formé un groupe à l'intérieur de l'ORTF gaulliste qui essayait, avant même 68, de briser les barrières, de briser la censure gaulliste et puis surtout les bongueuseries. Le projet, au fond, a fait suite aux 2 émissions consacrées à Munich 38, dont le réalisateur était d'ailleurs déjà Marcel Ophuls. Le résultat de Munich, c'est l'occupation. Et la psychologie des Français de l'occupation était déjà contenue dans la psychologie des Français de Munich. On a donc voulu voir le résultat. Et il est arrivé mai 68.
project was interrupted because of the strike on French TV, after which I left and they were fired. And I went to work for German television, and 6 months later, because I had a job as story editor of the drama department, and I was getting very, very bored with the office. Après leur licenciement de l'ORTF, les producteurs et journalistes André Harris et Alain de Sédouy sont engagés par Charles-Henri Favreau, qui vient de créer une société de production, Télévision Rencontre, à Lausanne, avec pour ambition de produire des films historiques courageux. De son côté, Marcel Ophuls parvient à convaincre la télévision allemande, NDR, de financer 70% de son film. Nous sommes au printemps 1969. Le film est lancé. On s'était dit, il faut une ville de province. Et il nous a semblé plus intéressant, bien sûr, d'avoir à la fois le pétainisme et l'occupation. D'où Clermont-Ferrand, proximité de Vichy, la milice, la résistance, d'Astier de la Vigerie, la Fondation de Libération, la proximité de Lyon, enfin tout ça a joué. Favreau, qui me connaissait bien, lui dit, je vois qu'il y a un gars qui pourrait être intéressant. Il travaille pour la TV suisse et il a fait un film sur la dernière campagne de Kennedy et qui vient d'avoir l'Emmy Award. Alors il vient me rencontrer, il regarde, mais c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Et puis il m'a dit, allez, on le fait ensemble. Tous les pères de famille avaient envie de parler à cause des barricades. Ils avaient envie de se justifier vis-à-vis des gosses qui disaient « Mais toi, finalement, papa, qu'est-ce que tu as fait pendant les années sombres? Est-ce que tu es resté chez toi dans tes pantoufles? Ou est-ce que tu as fait quelque chose ?» C'est ça le moteur du film. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant, boulotait du curé. Le chuteux était un fervent extrémiste. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est une mise en scène, une dramaturgie du témoignage qui fait que les personnes interrogées deviennent des personnages vraiment au sens fort. Il y avait beaucoup de magasins juifs ici, dans cette rue, je crois. Oui. Alors oui. vous avez dû voir pas mal de choses. Eh ben, c'est-à-dire, oui, ils sont partis, hein, n'est-ce pas? Ils se sont exilés. Ils sont exilés, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Aussi un peu partout. Oui, vous les avez vus. Hélas, oui. Oui. On est rentré dans le commerce et il a dit, ah, mais je vois, monsieur Klein est toujours là. Tu sais, André, tu devrais acheter des chaussettes comme moi, car elles sont très, très, très résistantes. Et monsieur Klein lui a dit, ah, vous avez déjà été client? Et Marcel dit, oui, c'est pour ça que je persuade mon confrère d'acheter aussi des chaussettes. Mais monsieur Klein, il y a longtemps que vous êtes là? Oh, il dit, oh oui. Puis j'étais là pendant la résistance, pendant la guerre. Oh, c'était une drôle de période. Je fais un film sur cette période. Est-ce que on pourrait vous filmer? Dites-moi, au moment de la parution ce qu'on appelle les décrets juifs, il paraît que vous avez fait paraître une annonce à ce moment-là. C'est une annonce dans le Moniteur. Ah ben vous êtes bien renseigné, monsieur. C'est une des séquences les plus fameuses du film, qui a beaucoup marqué entre la sidération et le ricanement les spectateurs, je peux en témoigner. On disait juif, j'ai mon nom qui est à consonance juif, puisque je m'appelle Klein. Oui. Je suis mais je suis catholique quand même. C'est la première fois qu'on utilise ce genre de procédé. On voit l'extrait du Moniteur. Celui qui est interrogé ne le sait pas. Ça fait partie des ambiguïtés, des ambivalences de ce film qui reflètent très bien la période. Oui, mais pour quel motif? Parce qu'il s'avait paru que j'étais juif, et puis qu'on arrêtait les juifs, et puis qu'on était tous contre les juifs. Oui. Comprenez-vous? J'ai dit, il n'y a pas de raison, je ne peux pas m'intituler juif du fait que je suis catholique. C'est ça. Comprenez-vous? Il n'y a aucune solidarité, aucune compréhension, aucune empathie, voire une ignorance volontaire
sur un phénomène majeur, la déportation des Juifs, les arrestations, etc. En même temps, il dit « Je ne suis pas juif, pourquoi devrais-je payer si je ne suis pas juif ?» Et là, j'avoue que je ne sais pas quoi dire. On a payé nos chaussettes et on est reparti, voilà. Les dogmes du cinéma vérité, c'est bannir les éclairages, c'est la caméra planquée dans un coin, c'est saisir, presque voler des scènes. C'est pas la vision traditionnelle du cinéma vérité. Moi, le cinéma vérité, non seulement je n'y crois pas, mais j'en ai rien à foutre. Je trouve que c'est horriblement prétentieux. Horriblement prétentieux. On a fait un dénombrement dramatique des Israélites déportés, arrêtés dans tous les pays occupés par l'Allemagne. Et hormis la France, le chiffre est effrayant, puisqu'il n'est revenu, il n'y a eu de vivants en 1946 que 5,8%. Or, si vous prenez la statistique que personne ne conteste des Juifs français, il y en a eu 5% qui ne sont pas revenus. Prenons par exemple dans l'armée, Monsieur moi, je m'excuse de vous interrompre là-dessus. Je vous pose la question. Est-ce qu'un homme d'État, même un sauveteur de meubles patriote et français, a le droit de choisir ce genre de choses entre deux groupes humains? On sent la volonté chez Ophuls d'en découdre avec ses arguments fallacieux et de le faire directement. Il y avait déjà des gens qui répondaient quand il y avait ce genre de propos falsificateurs qui étaient évoqués par Chambrun lui-même, mais là, c'est face à une caméra. Et ça, c'est vraiment nouveau. Après l'entretien, de Chambrun a dit à Marcel, « Monsieur Ophuls, vous savez que je suis en droit d'exiger des coupes. » Marcel était vert de rage. Marcel et moi devions ensuite prendre la route pour aller en Allemagne, faire la suite des entretiens. Et en montant dans la voiture, Marcel m'a dit, « Claude, pas un mot pendant 100 km. » Et puis nous avons donc pris la route pour Sigmaringen. 24 Stunden von der fürstlichen Familie geräumt werden und hier wurde die französische Vichy-Regierung eingewiesen, die mit dem Marschall Pétain und dem Ministerpräsidenten Laval bis zur Kapitulation Deutschlands hier wohnten. J'étais avec deux camarades et nous avions l'intention de poser une question extrêmement précise au maréchal Pétain, que nous savions être là, à savoir si cet aboutissement où nous trouvions était logique et s'il fallait vraiment faire le saut et partir pour le front de l'Est. Marcel nous a dit, écoutez, il y a quelqu'un qui peut être très important, c'est Harris, qui a pu le rencontrer dans le milieu du cinéma. Il est très hésitant encore, mais enfin, il a fait un pas, il est ici. Je demanderai à chacun de ne pas manifester ses réactions, etc., parce qu'il peut apparaître antipathique, on aura envie de le cogner, etc. Mon idée à l'époque, mon idée de jeune, c'est qu'il n'y avait que deux idéologies qui pouvaient bouleverser le monde. Une qui avait déjà bouleversé le monde, qui était le marxisme, et une autre qui était l'idéologie nationaliste. Est-ce que ça vous gêne si on dit que, pour vous caractériser grossièrement, en 1941, vous étiez un jeune fasciste? Non, ça ne me gêne pas. Moi, j'étais glacé. J'étais glacé d'entendre cet homme. Je ne sais pas pourquoi, finalement, il l'a fait.
Il est tout à fait conscient de ce qu'il est en train de montrer à la caméra. En même temps, il y a une parole authentique. Parce qu'il faut bien dire les choses. L'engagement dans la Waffen-SS, c'est le degré extrême de la collaboration. Extrême. C'est un personnage qui crève l'écran et qui forcément gêne, quelle que soit votre position. Y compris si vous êtes un sympathisant du maréchal Pétain et du régime, parce qu'il est très compromettant. Mais a fortiori, si vous êtes une bonne conscience de gauche, etc. Des jeunes m'ont demandé ce que je pensais de l'engagement, leur engagement. C'est à chaque fois sympathique, fascinant, parce que ça fait bouger l'engagement. Mais parfois aussi, ça a des conséquences dramatiques. Alors, je dois dire que je conseille la prudence. Quand, à la fin du film, Christian de la Mazière fait l'éloge de la prudence, s'adresse aux jeunes, aux 68 arts, etc., c'est tout à fait intéressant, parce que comment vont évoluer les 68 arts, hein? Bon, il commence par une forme de radicalité, puis... Il laisse ses témoins parler. Il déroule leurs pensées. Alors, il y a à la fois une sorte de respect pour leurs paroles, et en même temps, parfois, un manque d'empathie. C'est très particulier. The fact that we have that type of thing in the film, that sense of pluralistic, humanistic, individualistic balance, while still expressing a point of view, may be the reason why maybe one explanation for its appeal. Because I think that is an unusual mixture today. Let the whole world sigh or cry, I'll be high in the sky, up on top of a rainbow, sweeping the clouds away. Le cinéaste allemand de la nouvelle génération, Werner Herzog, Fassbinder, toute une formidable génération née après-guerre ou pendant la guerre, dit on a eu l'impression du jour au lendemain, avec 68, de voir arriver nos parents avec l'uniforme nazi à la table du repas du soir. Weil es unsere Väter und unsere Lehrer und unsere Professoren waren, die uns belogen haben. Das war das existenzielle Motiv bei uns der Auflehnung. Frankreich eine Nation von Widerstandskämpfern war. Ich gehörte dem Mythos des Resistantialisme an. Ich dachte, Frankreich waren die Guten und Deutschland waren die Bösen. Deutschland waren die Bösen, aber Frankreich waren nicht nur die Guten, das habe ich gelernt. L'Angleterre est vaincue. Elle ne pourrait s'en tirer que par une paix blanche. Mais en tant que Français, je ne la souhaite pas, car j'aurais peur qu'elle se fasse sur mon dos. Durant la période relativement longue que vous avez passée à Clermont, est-ce que vous avez vu ou entendu parler des persécutions, Judenverhaftungen oder anderen solchen Dingen etwas gesehen oder erfahren? Non, je n'ai rien vu et rien entendu. Comment ça se fait? Vous ne niez pas que la persécution des Juifs, en allemand dit Judenverfolgung, ait eu lieu. Vous voulez dire die Jugend, les jeunes, ou die Juden, les Juifs? Die Juden. Ah, en ce qui concerne les Juifs, nous ne pouvions pas savoir dans quelle proportion ils avaient pu s'infiltrer dans les bandes de partisans. En tout cas, ce n'était pas à nous, l'armée, de nous charger des Juifs. Dem Zigarrenrauch, der durch seine Goldzähne eingesogen wird. Solche Typen haben uns richtig angewidert. Und die Revolte, die wir gemacht haben, war gegen diese Herrschaft. Ja, das empört mich noch heute. Die Selbstgerechtigkeit dieses Mannes, der ganz genau weiß, wovon die Rede ist, der ganz genau mitbekommen hat, dass Juden deportiert wurden.
Marcel Ophuls, avec ce film, porte la parole d'une génération et fait de la période de l'occupation l'une des interrogations majeures que je pourrais qualifier de post-68 art. C'était un film de combat inscrit dans mai 68. C'est vraiment une machine de guerre contre De Gaulle, contre le gaullisme, contre sa vision de l'histoire. There is no Gaullist reaction against that. Oh, obviously there was, since it was kept, I mean, French television boycotted it. But they may have been plus royalistes que le roi. How do you translate that? Ce qui est frappant quand même dans les raisons pour lesquelles on ne diffuse pas ce film, c'est que ces raisons vont être énoncées sans absolument aucun phare. Ce film détruit des mythes dont la France a encore besoin. Alors là, vous vous rendez compte, une phrase comme ça aujourd'hui? Donc il y a la volonté de la part du pouvoir politique, parce que la télévision à l'époque est quand même entre les mains du pouvoir politique, de dire non, ce film ne correspond pas à ce que veulent les Français. Donc voilà, il y a quelques personnes haut placées qui décident de ce que les Français doivent voir ou pas voir. Je me souviens à ce moment-là, il se trouve que j'étais au conseil d'administration de l'ORTF. Quand j'ai entendu que Le Chagrin et la Pitié, ses auteurs voulaient le vendre à l'ORTF, j'ai dit naturellement, le conseil d'administration de l'ORTF décidera, mais si ça doit se faire, je démissionnerai du conseil d'administration. Ça a été probablement ma seule dispute avec Simone Veil, que j'aimais tendrement, que je respecte infiniment. Elle avait le sentiment que ça entachait de collaboration l'ensemble de la société française. Et elle disait, il y a des gens que je connais qui n'étaient pas forcément dans la résistance, mais qui étaient courageux, qui ont aidé. Certes, oui, Simone, mais il y avait ça aussi. Si on fait un film pour expliquer que tous les Français ont été des salauds, c'est pas acceptable. Ce que dit Simone Veil, c'est quelque chose de très particulier. On ne parle pas dans le film, et effectivement, on ne parle pas de tous les Français qui ont protégé les Juifs. Parler des Justes à ce moment-là, bon, c'est bien, mais ça signifierait une forme de lucidité complète et totale sur la période qu'Ophuls n'avait sans doute pas, que personne n'avait, que quelqu'un comme Simone Veil, qui parle de son expérience, pouvait avoir. Maintenant, dire que le film ne présente qu'une France de salauds, ou je ne sais plus quelle expression, c'est pas vrai. La vision de Marcel étant que tous les pétainistes à Légion d'honneur de l'ORTF se sont planqués, disons, derrière Simone Veil, dont on savait qu'elle avait connu la déportation. J'ai parlé avec Ophuls pendant des jours et des jours. Je l'ai bien connu. Il a été très touché quand même par le fait que Simone Veil a été aussi dure avec son film et, à mon avis, injuste. La censure est stupide, puisque ça a, au contraire, valorisé ce film. Donc, bien entendu, l'ORTF a fait une grave erreur, même stratégique, en dehors de toute considération morale. Et les pressions, à mon sens, essentiellement, c'est les tenants de la mémoire de la résistance. Des gens qui sont des héros, qu'on admire, ils viennent vous voir, ils vous disent qu'ils sont vraiment embêtés que ce film donne une mauvaise image de la résistance, donne une mauvaise image de la France. Bah, vous avez tendance à les écouter. Et une chose qu'on oublie trop souvent, les Allemands, les nazis, d'accord? Mais les Français, est-ce qu'il y en a qui valaient mieux que des nazis? Arrête. Moi, j'ai fait fusiller une vieille là qui avait 60 ans qui m'avait vendu à la Gestapo. Hein? Pour des sous. Pour des sous, monsieur. Et mon fils aussi. Par l'intermédiaire de Harry Cécédoui, on nous a présenté Le Chagrin et la Pitié, qui au départ était un film de télévision cofinancé par des intérêts suisses, et il voulait savoir si par hasard ça nous intéressait. On l'a vu, on est sorti de cet objet absolument incroyable en se disant c'est pas vrai, donc on l'a revu une deuxième fois, et on a décidé de le sortir. Une fois que ce film se retrouve à l'air libre, que plus rien ne sera comme avant. On ne pourra plus jamais mettre la poussière sous le tapis. Des jeunes, encore des jeunes. Je me souviens très bien, c'était au Saint-Séverin. Je peux même vous dire, on était au 3e rang, au 4e rang, parce qu'on est toujours devant. J'avais l'impression qu'il y avait une écoute absolument exceptionnelle. Si vous voulez, comme si les gens étaient
mais vraiment à l'affût de ce qui allait se passer. Jean Zay était arrêté, sa femme était restée à Casablanca, elle était enceinte. Enfin, il y avait une telle haine, quand on savait qu'il s'agissait de Madame Jean Zay, on n'avait pas le courage de l'admettre dans une maternité ou dans une clinique. Toujours est-il que Madeleine Zay a donc accouché de ce bébé que j'ai vu puisque j'ai été arrêté peu après la naissance du bébé. Et quand j'ai été transféré à Clermont-Ferrand, où j'ai retrouvé Jean Zay, moi j'avais vu sa fille et lui ne la connaissait pas. C'est évidemment une séquence, vous vous en doutez, qui a été pour moi extraordinaire. D'abord, j'ai envie de dire, ce beau visage de Mendès France. Ça m'avait frappé dans le film en général. Cette présence des visages, cette présence des regards, ce visage extraordinaire de Pierre Mendès France que je connaissais puisqu'il venait voir ma mère souvent après la guerre. Et les circonstances de ma naissance, je ne les connaissais pas. Et à quel point ça avait été extraordinairement douloureux pour elle. Je connaissais bien sûr l'histoire de mon père, de son assassinat, mais pas dans les détails, parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que ma mère a toujours cherché à nous protéger beaucoup. Vous imaginez mon émotion très forte, à la fois de confirmer, de redoubler ce que je pressentais comme violence, comme souffrance, qu'a été celle de ma mère, et par ricochet des nôtres. Ce film avait ceci de particulier pour les gens qui étaient dans la lutte dans les années 70, c'était cette critique du fond de la société française. Ce film est extrêmement moderne, là, parce qu'il colle exactement à l'époque, 1971, où nous, femmes et homosexuels, on décide de nous battre pour nous-mêmes et pas pour une révolution qui va nous opprimer autant que les autres révolutions nous ont opprimés. Les années noires posent exactement ces questions-là. Son penchant prononcé pour les ichli-bediches, pour les ichli-bediches. L'association de la chanson de Brassens et des images documentaires montre bien que nous avons à faire une œuvre d'art. La première fois que j'ai vu ce film au studio Saint-Séverin, il y avait des remue-ménages, on sentait un malaise formidable, un malaise profond, il y avait des ricanements beaucoup. Parce qu'on ne sait pas comment réagir en face de ces femmes qui sont maltraitées par les hommes. Ces femmes ressemblent aux déportés, aux gens dans les camps. On sortait de mai 68, on était du côté de la résistance, mais là, on voyait bien qu'il se jouait quelque chose d'autre, qu'il se jouait la satisfaction des hommes de pouvoir humilier publiquement des femmes. Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens. Ça, on n'avait jamais eu dans la figure. Nous, nouvelles féministes, c'était intolérable. C'est un des passages les plus transgressifs. Il y a une vision comme ça, très crue, très contemporaine, à l'époque où effectivement les combats féministes émergent dans la société. Refuse les relations de domination entre hommes et femmes, parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent les femmes qu'en tant qu'elles gratifient leur instinct de domination, et ça nous le refusons. Nous voulons des relations équilibrées, et c'est très rare à obtenir. La caméra sert effectivement de révélateur et a un rôle psychanalytique très puissant. Quand on fait parler quelqu'un, très souvent, il n'a jamais parlé, il n'a jamais répondu à un micro. Il y avait encore une virginité vis-à-vis des médias. Il serait faux de dire que les gens se méfiaient moins. C'est pas une question de méfiance. Ils avaient plus envie de
non seulement de paraître sincère, mais d'être sincère. C'était vraiment, je crois, dans le fond, le fait que je voulais faire preuve du même courage que mes amis qui étaient devenus aviateurs, etc. Et étant homosexuel, à ce moment-là, dans ma vie, c'est une de mes grandes craintes que je n'aurais pas le courage de faire certaines choses. Une séquence comme celle-là, dans un film de ce type, ne vient pas par hasard. Il va mettre dans quelque chose qui concerne le passé une préoccupation du présent, tout simplement pour montrer que cette préoccupation, elle a une histoire, que ce préjugé a une histoire. Parce que vous adoptiez un peu les préjugés des autres là-dessus. Vous pensiez que, étant donné vos tendances, vous auriez moins de courage que les autres. Oui, certainement, j'en avais peur. Oui. Vous en aviez peur. Oui. La surprise que l'on a de découvrir cette dimension-là, ça contribuait aussi à la sidération, puis, je dirais, à l'enthousiasme qu'on pouvait avoir devant un film si libre. Maintenant, vous vivez comment? Avec un petit ami, je peux le dire? Oui, bien sûr. Dans le milieu dans lequel vous vivez, je suppose qu'on ne peut pas dire ces choses-là. Bah, c'est pas tellement clairement dit, non. Si vous le disiez, qu'est-ce qui arriverait? Des insultes, on montrera un peu les doigts en disant, tiens, regarde, tu peux aider. Ah oui. L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville et Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls apparaissent en même temps. Ce qui se joue avec l'Armée des Ombres, c'est très simple, c'est le retour des ombres. Je ne puis croire que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Mais ces témoins-là ont-ils seulement existé? Et le problème, c'est que lorsque les fantômes reviennent, ça fait peur à tout le monde. Donc, dans Le Chagrin et la Pitié, effectivement, oui, c'est pas rassurant, c'est désagréable. Et oui, il y a des ombres. J'ai été arrêté parce que j'étais FTP. Oui. J'étais arrêté au cours d'une action à main armée. À 16 ans. À l'époque, oui, 17 ans. Oui. Par les policiers français. Le ressort dramatique du Chagrin et la Pitié, comme tous les grands ressorts dramatiques, il est très simple. Ce que Marcel Ophuls met en scène dans ce film, c'est une invraisemblable vérité. Or, il n'y a rien de plus dramatique au cinéma et dans la vie que la découverte d'une invraisemblable vérité. Je suis resté 1 an donc dans une prison française. J'ai vu fusiller dans la cour de cette prison 7 de mes camarades, de mon groupe d'ailleurs, par des pelotons de gendarmes français. Et j'ai été livré au SS avec tous mes compagnons de prison le 2 juillet 1944 par l'administration pénitentiaire française, qui est la seule en Europe à avoir fait ce geste ignoble de livrer pieds et poings liés tous les détenus des prisons. J'ai été déporté par un train qu'on a appelé le train de la mort. Chagrin et la Pitié, c'est en théorie une monographie. Et dans cette monographie, sur l'Auvergne, que vient foutre le témoignage de Claude Lévy? Il n'a rien à y faire d'un strict sur le plan de la cohérence. Et en même temps, il change tout le film, il modifie le prisme par lequel on regarde le film. Le fait qu'un gouvernement français ait accepté de livrer des nationaux français et même des ressortissants qu'il avait à protéger, reniant le droit d'asile traditionnel de la France, prouve que ce n'était pas un gouvernement digne de porter l'étiquette française et ce que nous aimons dans cette patrie et dans la France. La rupture du Chagrin, à mon sens, et peut-être que je me trompe, c'est la mise en cause du comportement des Français. C'est effectivement la première fois que c'est évoqué comme ça, le ton de Claude Lévy, tout ça, c'est nouveau. Vous savez que les Allemands n'avaient d'abord prévu de n'arrêter que les gens compris entre 16, enfin au-dessus de 16 ans, donc de ne pas arrêter les enfants. Et la police parisienne, qui a accompli la rafle du 16 juillet, avec un zèle au-dessus de tout éloge, enfin d'ailleurs elle a eu des éloges de la part des Allemands, a arrêté les enfants. C'est le paroxysme de la solution finale en France. Et ça, en effet, moi j'ai toujours été convaincue qu'il y a peut-être eu des raisons diverses et variées pour lesquelles l'ORTF n'a pas voulu
le diffuser. Mais je suis convaincue que c'est ça, oui. En voyant le chagrin et la pitié, on s'est rendu compte à quel point on était sous-informé, finalement. À quel point on avait quand même avalé une quantité de mensonges sur ce qui s'était passé. C'était une histoire qu'il fallait cacher, parce que beaucoup des responsables étaient encore en poste. Bousquet, le grand organisateur des rafles du Veldiv et de la zone sud, pavanait dans les dîners en ville à l'époque. Aujourd'hui, c'est M. René Bousquet, secrétaire général au ministère de l'Intérieur, qui est venu chercher le chef du gouvernement. On a invité à une projection de tout Paris, à commencer par le Paris politique. Dès la première présentation, ça a été la super et l'approbation totale. L'un des militants de la cause à l'époque était Mitterrand, en personne. Ça m'a toujours amusé parce qu'il avait amené Bousquet. J'imagine la scène de Mitterrand amenant Bousquet voir ce film, Bousquet se découvrant à l'image. Je pense que ça avait inquiété beaucoup de monde. Durant toute cette période, on posait le cas de Bousquet. La bande de la Nation avait pris contact avec moi. Bousquet y était toujours directeur. Il m'avait dit, vous supprimez ce passage, nous ferons ce que vous nous demanderez de faire. Je me souviens que j'avais fait le grand seigneur. C'est absolument exceptionnel ce que vous m'apprenez. Puis je ne savais pas cette histoire de couper la scène que demande la Banque d'Indochine aux producteurs suisses. Et les producteurs suisses, bravo, résistent à cette pression financière lourde. Et cette haute administration française est toujours là. Ils avaient 30 ans, ils ont à peine 60 ans, voilà. Et ils sont là, ils sont au pouvoir, et effectivement, un film comme Chagrin et la pitié les dérange. On donne la parole à Michel Mort d'abord. Non, moi, c'est un film que je déteste. Oui. C'est un film mensonger du début jusqu'à la fin. C'est un film mensonger du début jusqu'à la fin. C'est un film qui est mesquin, qui est bas et qui est un film de guerre civile. Ce que vous oubliez, c'est que tous les autres films qui traitaient de ce sujet évitaient justement de parler de ça. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui, pour une fois, le mettrait en avant? 25 years later, this film has been made, and it's caused a tremendous uproar in France, and it's tremendously controversial. Why do you think they are still so sensitive about it? Shame. Ce film a reçu tous les éloges de la presse pourrie. Il a fait le même travail, ignorer les masses, attaquer et déformer la résistance, blanchir les collabos. On ne peut pas prendre au sérieux un film où on sourit tout le temps. Tous ceux qui se sont opposés au film, quelle que soit leur bonne ou mauvaise raison, disaient c'est un film qui montre l'aspect hideux de la France durant cette période. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il montre au contraire, à côté de cet aspect hideux qui n'est pas caché, mais il montre cet aspect lumineux qui prend encore plus de relief parce qu'on a une meilleure connaissance de l'aspect hideux. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette cave alors? C'est presque le début de la résistance d'Auvergne. Et le soir que les premières armes sont arrivées, on est venu dans cette cave-là. Et je me rappelle qu'on chantait l'Internationale. Pourtant, on n'est pas des communistes. Seulement Pétain chantait la Marseillaise. Nous autres, on était bien obligés de chanter l'Internationale. J'étais vers la police à Pétain. Et après, ils m'ont embarqué à Clermont et je suis monté. Et Vous après, avez torturé? Vous avez été battu? C'était pas pour des confettis qu'on m'y envoyait. Ils avaient trouvé 11 parachutes à la maison, 12 parachutes. Au milieu de la maison, ils voulaient bien savoir d'où ils venaient. Ils voulaient savoir le reste, ces messieurs. Ils n'ont rien su. Ils n'ont pas su. Oh non. Moi, je suis ému quand je les vois et quand je pense à eux. Parce que on est très loin de l'héroïsme. On est dans des gens qui considèrent qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et puis c'est tout. Que moi, j'ai été libéré, nous autres, quoi. Quand on était en exode, ils nous amenaient sur les routes. Il y avait 3 jours qu'on était sur les routes.
Et alors, ils nous ont lâchés dans un petit pays. Je me rappelle, il s'appelait Isdorf, ce pays. Je me rappellerai toujours. Dans la Saxe, là-bas, à côté de l'Elbe. Vous avez les photos de l'époque? Ah non, j'étais trop vilain. Je voulais pas me faire photographier. Pourquoi vous pesiez combien? 42 kilos. Oui. Alors pourquoi vous n'avez pas fait de photos? Ah, parce que j'ai pas voulu. J'ai dit, moi, c'est pas la peine qu'on me voit comme ça. Vous vouliez attendre d'être plus... Voilà, plus beau. Plus en forme. Alors, ce qui s'est passé en 1971 dans le monde, c'est qu'on a le sentiment d'un basculement mémoriel. D'abord, les termes qu'on voit, on parle d'Israélites, de débat sur la déportation des Israélites. C'est pas un terme qu'on va bientôt abandonner. Hein. Israélite, on dira juif. Mais ce qui est nouveau, c'est le nombre de lettres que le monde va recevoir. Et en septembre 71, il va être obligé de faire un tri. Et là, les gens peuvent enfin s'exprimer et dire voilà, ce sont des mensonges. Non, Vichy n'a pas protégé les juifs français. C'est pas vrai. Et les gens donnent des exemples. Ça ressemble à ce qu'on va connaître après. Toutes les polémiques qu'on va connaître dans la fin des années 70, dans les années 80, 90, vous avez des tribunes, des réponses. C'est vraiment en 71, à la suite du Chagrin et la Pitié, que ça se passe pour la première fois. Monsieur le Président, les résistants de la région Rhône-Alpes ont été péniblement surpris d'apprendre que Paul Touvier, qui s'était tristement illustré dans notre région et qui a été condamné 2 fois à mort, avait bénéficié d'une grâce présidentielle. Est-il indiscret, Monsieur le Président, de vous demander les raisons qui ont motivé votre geste? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entretuer? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Et là, on est à tournant avec à la fois la sortie de Chagrin et la Pitié, tout ce qui ça remue, et l'amnistie de Touvier qui se cache depuis la fin de la guerre dans des couvents. Au moment où Georges Pompidou parle de cette manière, il y a une demande incroyable de mémoire, notamment de mémoire juive. Il représente un pouvoir politique complètement sourd à la demande de la société, qui est exactement le contraire de ce qu'il dit. C'est un événement dans l'histoire de l'exploitation. Il est sorti dans le ghetto, comme on dit à juste titre, du quartier latin. Et comme on refusait 300 personnes par jour, il faut voir ça, c'est absolument extraordinaire. Et bien maintenant, il sort sur les Champs-Élysées. Donc c'est une chose unique, forcer, n'est-ce pas, par le succès public, forcer les Champs-Élysées. C'est la société française qui a été à la manœuvre. C'est elle qui a décidé du succès. Où est le moteur initial? Il est dans les profondeurs d'une société. Même si le succès commercial est absolument fantastique, ça veut dire quand même un public plus ou moins acquis au départ et même peut-être plus ou moins complice. Or, il est évident que ce film n'a pas été fait pour ça. Il a été fait pour surprendre chez lui et en pantoufle, hein, ce qu'il est convenu d'appeler le français moyen. Sur ce plan-là, ce film est une défaite et reste une défaite. For New York, it came out in the Beekman Theater in 1972 and was a remarkable sensation. Critics unanimously praised the film. This is, of course, a year after the release of the Pentagon Papers, which shattered a different kind of illusion of American innocence in Vietnam. It was also on the cusp of the explosion of Watergate.
The question that the film posed for American spectators was not, under similar circumstances, would I have behaved better, but not altogether in comparable circumstances have we behaved better. And so critics really pounced on this idea that in Vietnam, we were also facing particular moral choices, and that this film needed to be seen by as many people as possible and as soon as possible. Je ne peux pas m'empêcher de penser que lorsque les Américains découvrent le chagrin et la pitié, ils se disent, mais nos boys, ils n'ont pas seulement débarqué dans un pays qui était occupé par les Allemands. Ils ont débarqué dans un pays qui avait en fait sereinement organisé sa collaboration avec l'occupant. C'est plus tout à fait la même histoire. Donc c'est aussi une histoire américaine qu'ils sont amenés à repenser. Une nouvelle génération est arrivée, commence à poser des questions sur la guerre. L'idée qu'on tire le rideau sur la guerre ne tient plus. Je crois que Henri Rousseau a raison dans le syndrome de Vichy quand il dit qu'en 1973, quand la traduction de mon livre est parue à Paris, le moment était prêt, le public était prêt. On avait eu les événements de 68, on avait vu le film Le Chagrin et la Pitié. Le livre de Paxton a un vrai lien avec le film d'Ophuls, parce que, comme Ophuls, Paxton assume de juger Vichy. C'est nouveau. C'est un livre très savant, c'est un livre très informé, très documenté, qui est très loin, d'une certaine manière, de la méthode utilisée et des protagonistes qu'on a dans Le Chagrin et la Pitié. Mais l'esprit est le même. Contrairement à ce que voulait Pompidou, dans cette conférence de presse, non seulement on n'a pas mis un voile, mais on n'a pas arrêté de déchirer le voile. C'est pas simplement l'ère de la mémoire, mais aussi l'ère du témoin. Beaucoup vont prendre la parole parce que c'est le moment, parce qu'on les interroge. S'il vous plaît, M. Telgen a demandé la parole depuis déjà un grand moment. Qu'il faut voir ce que ça a été sur le terrain, la collaboration. De mes yeux, j'ai vu débarquer pendant des semaines des trains au camp de Gurs dans les Basses-Pyrénées. Des gosses de 4 à 12 ans, par centaines et par centaines toutes les semaines, pleurant, hébétés, on n'avait pas pris leur nom, on ne savait pas le nom de leurs parents. Des gendarmes français les poussaient dans le camp, comme un troupeau, des pauvres petits mômes, tout seuls, pleurant, hurlant, appelant leur mère. Et qu'est-ce qu'on en a fait au nom de la collaboration, sous le nom du maréchal Pétain, sous sa responsabilité politique et morale? Qu'est-ce qu'on en a fait, tous ces petits juifs? Eh bien, dans les semaines qui ont suivi, on les a renvoyés aux Allemands pour qu'ils les brûlent. Il y a un mouvement culturel et social très profond, qui n'est pas simplement le retour du refoulé, qui est aussi, alors pour employer un autre mot savant, un retour de mémoire. Il y a un réinvestissement sur cette période qui n'est pas français uniquement, qui se produit dans beaucoup de pays, et notamment en Allemagne. Les années 70, c'est la fin de la croissance. Il y a un climat qui favorise encore une fois un nouveau regard sur une période. Et ce regard va se porter évidemment sur les pages noires qui ont été occultées. Depuis décembre, on a compté 5 films sortis sur les écrans traitant de la guerre ou de l'occupation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces films sont l'œuvre de cinéastes qui n'ont pas vécu en adulte, ou bien pas vécu du tout, cette sombre époque. Pourquoi cet intérêt subi pour ce morceau d'histoire? Moi, je dis clairement, Monsieur Klein, Lacombe-Lucien, s'il n'y a pas le chagrin, il n'y a pas ces films-là. Et là, Le Chagrin et la Pitié joue un rôle de facilitateur, c'est de mettre à l'écran la persécution des Juifs sous l'angle de la répression par la police française, par Vichy. Ça, c'est vraiment nouveau.
c'est aussi ce qui caractérise le chagrin et la pitié. Fondamentalement, nous sommes entre nous. Et entre nous, on s'aperçoit que c'est pas terrible. L'une des caractéristiques, à mon avis, frappantes de toute cette histoire, c'est l'importance du regard étranger sur, disons, Vichy et la collaboration. C'est clair pour Paxton, c'est clair, mais là, déjà, c'est plus compliqué pour Ophuls, qui est un citoyen du monde, d'une certaine façon. Ce n'est pas un hasard. Hein. Côté gens comme Joseph Losey, Robert Paxton, Marcel Ophuls, qui produit ces œuvres majeures. On se rend compte qu'il fallait des outsiders pour raconter cette histoire-là. Qui peut regarder cette histoire-là? Qui peut? Des juifs? Des résistants ou des fils de résistants? Et des étrangers. Woody Allen qui dit, mais on devrait aller voir Le Chagrin et la pitié, tu sais, c'est un film important. C'était incroyable, quoi. Let's go see The Sorrow and the Pity. Oh, come on, we've seen it. I'm not in the mood to see a 4-hour documentary on Nazis. C'est un cinéaste qui, à ce moment-là, est très attentif à ce qui est à la mode. Et donc, Le Chagrin et la pitié, c'est à la mode. Et puis, c'est d'autant plus facilement à la mode aux États-Unis que la carrière du film en France, elle est complexe. Le Chagrin et la pitié, le film qui aura réussi le paradoxe de devenir célèbre parce qu'on ne l'a pas montré. Il est évident que l'antisémitisme a commencé à faire surface. Des gens qui n'auraient pas osé avouer leur antisémitisme ont commencé à le proclamer. Le film avait été diffusé dans une salle de cinéma parisienne, 600 000 entrées quand même. On l'avait vu à l'étranger dans 27 pays, mais jamais à la télévision française. Tout le monde pensait justement qu'au moment où les socialistes arriveraient au pouvoir, on leur ferait plaisir en mettant Le Chagrin et la pitié à la télévision. C'est gouré, hein, parce que ça n'a pas fait plaisir à tonton du tout. Il y a des gens qui sont résistants par nature. Autrement dit, si vous voulez, qui sont naturellement mauvaises têtes. Et d'autres qui, au contraire, cherchent à s'accommoder des circonstances et en tirer le moindre mal. Claude Lévy, il parle en 69 devant les caméras de Marcel Ophuls. En 92, il écrit au président de la République, François Mitterrand, pour dire, voilà, il faut que la France reconnaisse qu'il s'est passé quelque chose et on attend cette parole de vous. Et en 95, il y a le discours de Jacques Chirac. Il y a presque une continuité du chagrin et la pitié, alors peut-être ça fera bondir certains, jusqu'au discours de Chirac. Il n'y a pas de discours de Chirac en 1995 s'il n'y a pas le chagrin et la pitié. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Il a influencé énormément d'historiens, de cinéastes, de simples citoyens dans leurs convictions et dans leur connaissance de l'histoire. Je pense qu'il a influé Claude Lanzmann, mais il ne faut pas le dire, parce que Claude Lanzmann est un génie en soi, mais il a beaucoup influencé ce type de cinéaste. Il ouvre un chantier. Et je pense que, en tous les cas, pour l'historien que j'étais, pour beaucoup d'historiens, ça a été une mine inépuisable d'idées, y compris par les erreurs et par ses lacunes. C'est clairement le cas d'un film, et c'est quand même somme toute assez rare, c'est d'un film qui a changé les choses, qui a changé la vie, qui a changé des vies, qui a porté avec lui son exigence de justice.
c'était quand même très naïf. Et on ne se rendait pas compte à quel point on allait provoquer la controverse. Moi, en tout cas, je ne le savais pas. C'était complètement dingue. S'il n'y avait pas eu 68 et qu'il a fallu chercher du boulot ailleurs, le film, tout simplement, ne se serait pas fait, et puis c'est tout.